10 idées reçues sur le rêve, vous les avez forcément déjà entendues et pourtant elles sont fausses. Les gens ont tous un avis sur le rêve. Moi je sais que le rêve est vital. Moi je sais que si on rêve qu'on perd une dent, ça annonce le décès de quelqu'un. Moi je sais que les mauvais rêves, faut pas les raconter, ça porte malheur. Ces idées reçues sur le rêve, comme toutes celles qui existent de manière générale, ne sont pas sorties du chapeau. Elles ont leur histoire. Et si elles sont tenaces, ce n'est pas pour rien, elles nous donnent des indications sur notre société. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour de 10 idées reçues sur le rêve que j'ai sélectionnées comme étant parmi celles que j'entends le plus fréquemment. Donc vous en avez déjà forcément entendu une ou plusieurs. Avant de commencer, s'il y a d'autres fausses croyances sur lesquelles vous souhaiteriez avoir un éclairage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis comme ça je préparerai une vidéo prochainement pour aborder d'autres idées reçues. D'abord, je vous propose de voir des idées reçues qui ont l'air rationnelles et qui en fait ne le sont pas. La première, c'est que le rêve serait un bug du cerveau. Pourquoi cette idée reçue? Parce que quand on se rappelle d'un rêve, il est fort peu probable qu'on se dise «Oh mais oui, mais comme tout ça est logique». En général, si on s'en rappelle, c'est parce qu'on trouve ça assez absurde et on se dit «Oh là là, mais c'est n'importe quoi». Donc du coup, si moi je ne le comprends pas avec mon entendement classique, on va dire, moi, réveillée, je ne comprends pas mon rêve, donc c'est un bug. Alors déjà, premièrement, on n'a aucune preuve que le cerveau bug pendant le rêve. Maintenant, au contraire, on peut observer l'activité cérébrale pendant un rêve et il n'est pas question de bug. Deuxièmement, pourquoi c'est faussement rationnel? L'absurdité du rêve, sa fantaisie, peut évidemment donner lieu à une réaction de rejet où on se dit c'est trop bizarre, c'est n'importe quoi, voire c'est dérangeant, donc j'ai envie que ça n'ait pas de sens. Mais cependant, ce n'est pas parce que le mental ne comprend pas quelque chose, ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que cette chose ne veut rien dire. Pour aller plus loin, je ne comprends rien aux mathématiques avancées, je ne comprends rien du tout à la mécanique, comment fonctionne une voiture, je ne comprends pas. Pour autant, est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de sens? Est-ce que ça veut dire que personne n'y comprend rien? Non. C'est juste moi qui n'y comprends rien. Ceci dit, c'est une fausse croyance qui a la vie dure. Il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais un épisode de la série Voici la vie, je crois, où il y a un vieux monsieur comme ça qui explique aux enfants comment ça se passe dans le corps. Et puis il y a les petits microbes, les petits personnages qui représentent les virus, les anticorps qui sont représentés par une espèce de police et tout. Enfin, on a tous vu ces épisodes-là dans les années 80 et 90 surtout. Et donc, c'était un épisode sur le fonctionnement du rêve. Et pour expliquer le cauchemar, il montrait donc les souvenirs comme ça qui arrivaient au cerveau, qui étaient triés pendant la nuit. Et il montrait que quand un élément, un souvenir n'allait pas au bon endroit, était mal rangé, en gros, par le cerveau, ça créait un cauchemar. Donc l'enfant se réveillait en pleurs et sa maman venait le rassurer en lui disant «Ne t'inquiète pas, mon chéri, c'est rien du tout, c'est juste ton cerveau, des fois, il range les choses correctement au bon endroit et puis des fois, ça bug». Donc on voit que dans les années 80, 90, mais je pense que c'était plutôt 80, c'était encore une croyance qui avait la vie dure et qui, sur un plan scientifique, était validée, puisque cette série, c'est une série quand même de vulgarisation scientifique, mais donc il y avait des experts derrière pour expliquer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que dans les années 80, on croyait encore à ça, alors que pourtant, on avait déjà avancé sur l'étude du rêve, on avait découvert le sommeil paradoxal, on avait vraiment bien avancé, donc c'est curieux, et ça montre bien qu'il y a toujours un grand décalage entre les avancées scientifiques et le moment où ces découvertes-là vont être acceptées quelque part par la société, parce que admettre qu'un rêve n'est pas un bug du cerveau signifie donc admettre qu'il y ait une autre possibilité d'intelligence qui n'est pas une intelligence à laquelle on est habitué, une intelligence logique et rationnelle. Et c'est vrai que dans nos sociétés, tout ce qui est fonction pensée, fonction réflexion, tout ce qui est de l'ordre du mental est autrement valorisé. Et donc, il semblerait que cette espèce de refus du rêve tel qu'on le connaît en Occident aujourd'hui est symptomatique d'une certaine rigidité au niveau de notre manière de conceptualiser, alors que dans des époques anciennes et à d'autres endroits du monde, ils accueillent beaucoup plus la logique du rêve, qui est une logique différente, puisque c'est un message symbolique qui ne s'exprime pas de la même manière. On trouve aussi dans cette fausse croyance-là le besoin de contrôle, c'est-à-dire j'ai besoin de contrôler ce que je pense, du moins d'avoir l'illusion de contrôler ce que je pense et de contrôler ce que je fais, mon avis sur les choses, etc. Et quand on reçoit un rêve absurde, on se rend compte que ouais, il y a autre chose en nous. Et donc, il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à accepter ça, d'autant plus que les rêves étant symboliques, ils peuvent des fois mettre en scène des choses qui ne nous plaisent pas. Ça fait qu'on va être sacrément désemparé. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, ça a bugué, ça n'a aucun sens. Dans la lignée de ça, on a l'idée reçue selon laquelle un rêve serait un délire hallucinatoire du cerveau endormi. Ça, c'était une théorie qui était en vogue pendant tout le 19e siècle. Elle séduisait les matérialistes parce que les matérialistes n'avaient pas de manière d'expliquer le rêve. Donc, bon, voilà, se dire c'est une
petites halus qui arrivent pendant le sommeil, ça pouvait les arranger, même s'il n'y avait pas de preuve de ça. Et ça séduisait aussi les artistes et les romantiques et tous les gens qui trouvaient leur inspiration en rêve, puisque c'est vrai que le rêve, c'est vraiment génial quand on écrit ou quand on peint ou quand on imagine des films, parce que ça peut être une grande source d'inspiration. Et c'est Freud qui a été un des premiers à dire, à réaffirmer à la fin du 19e siècle, dans son livre L'interprétation du rêve, non, le rêve n'est pas une hallucination. C'est un processus naturel. Le rêve est bien un message de l'inconscient. Et s'il est bizarre, bah, c'est parce qu'il nécessite d'être décrypté. Deuxième fausse croyance, le rêve est vital. Alors non, le rêve n'est pas vital. D'où on sort ça? C'est une théorie qui date du 19e siècle d'un Allemand qui s'appelait Robert. Selon lui, la fonction du rêve, c'était de se débarrasser des pensées inutiles. Donc, en quelque sorte, la nuit, bah, on allait se débarrasser de tout ce qu'on avait pu percevoir, voir dans la journée, etc., qui nous encombre, et le rêve, quelque part, va nous purger de tout ça. Conséquence, si on ne rêve pas, bah, on risquerait de se retrouver totalement surchargé, notre cerveau serait trop chargé, et donc on risquerait de mourir, selon Robert. Donc bien sûr, c'est faux. On peut mourir, certes, si on ne dort pas, on peut mourir si on manque de sommeil profond. Cependant, on peut tout à fait dormir sans rêver. Et c'est là où c'est important de faire la distinction entre les différents types de rêves. On rêve à plusieurs phases de la nuit, mais les rêves symboliques, les rêves oniriques, les rêves qui nécessitent une interprétation et qui sont ceux qui nous questionnent le plus, sont les rêves du sommeil paradoxal. Les autres sont plutôt des rêves qui expriment une forme de pensée. C'est beaucoup plus facile de les relier à une pensée consciente, ils sont plus réalistes et ils se préoccupent plus concrètement des choses de notre vie. Dans le sommeil paradoxal, on a ce fameux rêve symbolique qui inspire tant les arts et le cinéma et la littérature et ce qu'on aime raconter. Cependant, on peut supprimer le sommeil paradoxal par voie médicamenteuse ou suite à une lésion. Et la suppression de sommeil paradoxal ne met pas du tout en danger la vie de la personne. Il y a même des cas où des personnes qui sont très insomniaques, suite par exemple à un traumatisme et qui ont des cauchemars horribles, qui n'arrivent pas à dormir, grâce à certains somnifères qui vont bloquer le sommeil paradoxal, la personne va recommencer à pouvoir dormir. Donc non, un rêve rêvé n'est pas vital. Et donc dans la lignée de cette croyance selon laquelle le rêve serait vital, on a le rêve est indispensable à la gestion des émotions, le rêve est indispensable à l'assimilation des événements, etc. Non, le rêve participe à tout ça. On voit bien que quelqu'un qui dort bien et qui rêve bien va pouvoir consolider ses apprentissages, va pouvoir mieux gérer ses émotions, etc. Il participe, mais il n'est pas indispensable à ça. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de sommeil paradoxal va avoir une vie comme les autres. Il va pas avoir plus de problèmes que les autres à gérer ses émotions. Troisième fausse croyance, le rêve correspond à un état de sommeil léger. Non, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on a cru pendant très longtemps. Et c'est sur ce présupposé-là que Freud a fondé sa théorie et qu'il a dit que le rêve est le gardien du sommeil. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Certes, il y a des rêves qui apparaissent à tous les moments de la nuit et qu'il y a des rêves qui apparaissent au moment du réveil. On appelle ça des visions hypnopompiques. Mais en réalité, le rêve du sommeil paradoxal arrive plus en fin de nuit. Le rêve onirique, on a une plus grande proportion de sommeil paradoxal à la fin de la nuit, qui explique qu'on ait pu soupçonner ça, sachant qu'à l'époque, il n'était pas du tout au courant de l'existence du sommeil paradoxal. Ce n'est qu'au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, qu'on a pu commencer à enregistrer les ondes cérébrales par électroencéphalogramme et donc distinguer différents types de phases du sommeil et bientôt découvrir le sommeil paradoxal, ce fameux stade du sommeil profond qui est un stade de sommeil particulier puisque nous avons une activité cérébrale particulièrement intense. Pendant le sommeil paradoxal, le corps est figé, on peut bouger que les yeux à peu près. Donc vous avez vu la série Stranger Things. L'héroïne principale, quand elle se met dans un état de transe, ils ont bien représenté l'état du sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'elle est totalement clouée au lit, elle est figée, et on voit à travers ses paupières que ses yeux bougent beaucoup. Donc c'est ce qu'on a appelé le sommeil REM, Rapid Eye Movement. Cette intensité cérébrale particulière qui survient au moment du rêve nous montre que on a une pensée réelle, le cerveau pense vraiment, mais c'est une pensée complètement différente de celle de la vie de veille. Et cette intensité nous montre bien qu'il n'est pas question de bug. Au contraire, on a un cerveau qui marche très très bien pendant le rêve. Ça ne bug pas. Quatrième fausse croyance, on bouge en rêve. Non, quand on fait un rêve onirique, quand on est pendant le sommeil paradoxal, on ne bouge pas. On ne bouge pas parce que notre corps est totalement figé. Ce qui est plutôt pas mal parce que ce sont dans ce genre de rêve qu'on va se mettre à voler ou à faire des choses un peu absurdes. Donc si tout d'un coup on pouvait bouger, ce serait un peu dangereux. Si on bouge et si on parle en dormant, c'est qu'on est dans une autre phase du sommeil où on continue à avoir des pensées et des genres de rêves, mais pendant un rêve onirique, symbolique, on ne bouge pas.
Et donc, dans la lignée de ça, le somnambulisme, c'est pareil, ça ne survient pas pendant le sommeil paradoxal, ça survient pendant un état de sommeil profond et ça correspondrait à une espèce d'échec à se réveiller. Cinquième fausse croyance sur le rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. Alors non, ce n'est pas vrai. À qui doit-on cette phrase qu'on apprend à l'école, qu'on peut apprendre aussi en philosophie? On le doit à Freud. Ce qui lui a permis de formuler cette hypothèse, c'est la bizarrerie du rêve. Comme le rêve est trop bizarre, mais en même temps, Freud a compris que le rêve n'est pas absurde, qu'il a bien un message, qu'il y a bien l'inconscient de la personne qui s'exprime dans le rêve. Alors comment expliquer que ce soit bizarre? À son époque, on n'a pas encore toute la technologie pour aller comprendre ce qui se passe dans le cerveau au moment où on dort, au moment où on rêve. Donc il est sur ses observations et sur son expérience clinique, on va dire, du travail du rêve. Il n'a pas d'autre moyen de pouvoir constater l'activité onirique. Et comme le message du rêve est difficile à comprendre, il faut pour cela l'interpréter, il faut pour cela le décrypter, Freud se dit, eh bien ça doit être parce que, quelque part, il y a un message inconscient qui veut passer, mais la personne n'est pas prête à le recevoir, et donc il va se déguiser, ce message, pour pouvoir être accompli en rêve, pour que quand même il puisse avoir une réception du message du rêve pendant le sommeil. Aujourd'hui, on sait que la bizarrerie du rêve s'explique, on sait qu'elle est simplement due à l'activité cérébrale pendant le sommeil. Je ferai une vidéo sur ça pour mieux expliquer l'activité cérébrale pendant le sommeil, mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que la pensée ne s'organise pas pareil et que notre lobe frontal est désactivé. Le lobe frontal, c'est la partie de la réflexion. C'est la partie qui nous permet de réfléchir. Ça, c'est en off. Ce qui fait que quand on dort, on n'a pas conscience qu'on dort. On n'a pas conscience, ça fait 8 heures, voire des 8 heures qui passent pendant notre sommeil. Si la réflexion est off, ben, le mental est off. Et donc, on a affaire à une pensée à l'état brut qui n'est pas encore verbalisée, qui n'est pas encore mise en mots, qui n'est pas encore organisée de manière logique pour pouvoir être appréhendée par la raison. Et Carl Gustav Jung, pour moi, c'est le penseur qui a le mieux travaillé sur le rêve. Il a prolongé le travail de Freud et il est allé plus loin. Et il était en désaccord avec lui par rapport à cette idée d'un déguisement, d'un travestissement du message inconscient dans le rêve. Pour lui, il n'y avait pas de déguisement, le rêve est un processus naturel et il exprime ce qu'il a à dire, le rêve, sans chercher à se déguiser, simplement à sa manière, ce qui est une manière symbolique. Et aujourd'hui, on est en train de plus en plus d'avancer vers la validation des observations de Jung. Donc voilà pour les principales idées reçues sur le rêve qui revêtent une allure rationnelle et qui sont communément admises, hélas, alors qu'elles ne sont pas rationnelles. Ce n'est pas parce qu'une explication a l'air rationnelle qu'elle est vraie. Voyons maintenant deux autres idées reçues sur le rêve dans un genre différent, parce qu'elles trouvent leur origine dans notre héritage religieux. Donc c'est la sixième idée reçue que je voulais aborder aujourd'hui, l'idée que le rêve nous est envoyé de l'extérieur. Alors ça, c'est très spécifique de notre partie du monde, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc déjà, à l'époque des polythéismes, on croyait, donc les Grecs croyaient par exemple que les dieux étaient à l'origine des rêves, c'est eux qui envoyaient les rêves. Puis ensuite, avec le christianisme et bientôt l'islam, on a continué à penser que c'était Dieu qui envoyait les rêves, et non pas les dieux, il n'y avait plus qu'un dieu. Et le truc qui s'est passé, c'est que le dieu des chrétiens et plus tard le dieu des musulmans est un dieu qui n'est que amour. Et donc comment expliquer le fait qu'il y ait des rêves négatifs qui puissent nous arriver, puisque Dieu est amour, Dieu ne peut pas envoyer des rêves négatifs. Alors dans ce cas-là, on va avoir la création du diable, et c'est le diable qui va nous envoyer les rêves négatifs. Donc dans notre région du monde, Europe, bassin méditerranéen, traditionnellement, on attribue le rêve à un agent extérieur qui nous l'envoie. Mais donc ce n'est pas le cas partout dans le monde, et dans les spiritualités asiatiques qui s'intéressent beaucoup aux rêves, on va avoir plutôt cette notion du soi et de l'âme, et cette idée que le rêve vient de l'intérieur, vient de notre âme. En psychologie analytique, on s'en fiche un petit peu de ce débat. Le rêve vient-il de l'intérieur ou de l'extérieur? En réalité, pour nous, les croyances, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le phénomène. Donc ça, c'est une question qui touche à la métaphysique, à la philosophie, à la spiritualité, et à laquelle chacun répondra en fonction de ses propres croyances. Nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'onirologue? On va accueillir le message qui nous est dit en rêve, et peu importe qu'il soit envoyé finalement de l'âme, donc de l'intérieur de notre âme, ou bien de l'univers, donc de quelque chose qui nous est extérieur. De toute manière, pour nous, enfin pour moi en tout cas, l'âme, l'univers, l'intérieur, l'extérieur, c'est pareil. Donc on va appeler l'endroit d'où viennent les rêves l'inconscient pour mettre tout le monde d'accord et respecter les croyances de chacun.
Le mot inconscient, c'est vraiment un mot super intéressant parce qu'il permet de s'intéresser à la psyché de l'individu, à ce qu'il se passe en lui, au message du rêve et aux conseils qu'il a à lui donner. Donc, septième fausse croyance, toujours d'origine religieuse, les rêves désagréables, négatifs, portent malheur. Alors non, c'est faux et au contraire, on va particulièrement s'intéresser aux rêves négatifs puisque un rêve négatif, s'il est négatif, c'est qu'il est chargé d'une forte dimension inconsciente, c'est-à-dire qu'il porte un message qui est assez éloigné du point de vue du rêveur, qui n'est pas encore arrivé à la lumière, et comme il n'est pas encore arrivé à la lumière, bah, il peut prendre des airs obscurs. C'est un petit peu le mythe de la caverne de Platon, vous savez, avec ces personnes qui sont dans l'ombre, et ce qui est dehors, ben, les images de ce qu'ils voient à l'extérieur leur fait peur, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui aille le voir. Bah, c'est un peu pareil avec les rêves négatifs. Tant qu'on s'y penche pas, ça nous fait peur parce que on est face à quelque chose qui est très éloigné de nous et c'est un petit peu comme s'il y avait un monde qui nous séparait. Plus on s'intéresse à nos rêves, plus on travaille sur ces rêves, plus les cauchemars en fait tendent à s'atténuer. Et même au bout d'un moment, on n'en a presque plus. Donc nous, on sait que la plupart des rêves dont on se souvient ont une apparence négative et un rêve négatif est rarement négatif en soi. Cependant, cette croyance est bien installée et elle est logique puisqu'elle vient dans la suite de celle que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a longtemps cru, et on le croit encore quand on fait partie d'un culte, que potentiellement ça pouvait être le diable qui nous envoyait les rêves. Donc si le diable vient nous tenter en rêve, bah, on n'a pas intérêt à raconter les rêves négatifs parce que ça peut nous porter malheur. On peut être influencé par le diable. Enfin, je vous donne deux dernières idées reçues qui concernent cette fois-ci l'onirologie, c'est-à-dire l'interprétation du rêve, le fait d'interpréter ses rêves. La première, c'est que l'interprétation des rêves est un art divinatoire. Donc là, il y a une confusion. La divination par le rêve se dit oniromancie. Nous, on parle d'onirologie. L'onirologie, c'est quoi? C'est l'étude des rêves. C'est l'art d'interpréter les rêves. Le but de l'interprétation du rêve, tel qu'il est pensé en onirologie, est un travail d'accompagnement de soi afin de pouvoir avancer sur son chemin et viser son épanouissement personnel et avoir une conscience élargie des choses qui nous entourent, une conscience forte de soi. Donc, c'est vraiment à l'opposé d'un travail de divination puisque l'idée n'est pas de pouvoir savoir l'avenir à l'avance. L'idée, c'est de pouvoir être très conscient de son présent, très conscient d'où on vient, très conscient d'où on va, certes, hein, il y a bien cette fonction d'anticipation du rêve qui est intéressante et quand elle est prégnante dans un rêve, il faut s'y intéresser parce qu'on peut avoir des informations très importantes quant à la direction qu'on prend. Mais l'idée, c'est pas du tout de chercher à connaître l'avenir pour le contrôler ou voilà, pour exercer un quelconque contrôle sur ce qui vient. C'est vraiment à l'opposé du travail en onirologie. Les rêves prémonitoires existent, ils sont attestés, ils sont rares mais ils sont attestés. Cependant, réduire le travail du rêve à un support de divination, c'est passer à côté de son essence même. Le rêve, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un message de l'âme. Parfois, il parle du futur, parfois, il parle du passé. Dans tous les cas, c'est un message de l'âme à entendre. Et qui dit entendre un message de son âme, dit devenir de plus en plus responsable de sa vie. Et quand on est responsable de sa vie, bah, le futur, quelque part, on s'en fiche un peu. Donc l'idée du travail du rêve, c'est vraiment de se sentir vivant au présent. Donc pour moi, le rêve ne doit pas être entendu comme un support de divination, mais plutôt comme un allié dans le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir soi-même, se développer, s'épanouir et être aligné. Toutefois, il est important de comprendre d'où vient cette croyance. Pendant très longtemps, pendant tout le Moyen Âge quasiment et jusqu'à très récemment, l'interprétation des rêves était proscrite. Les personnes n'avaient pas le droit de pratiquer ça. Seuls les gens de l'Église, donc les clercs, pouvaient s'y pencher, donc parce qu'il y avait ce risque qu'on reçoive le message du diable en rêve. Donc c'était interdit et du coup, il y avait que les prêtres et les moines qui pouvaient s'y intéresser parce qu'eux étaient potentiellement capables de recevoir un message de Dieu en rêve. Dieu pouvait s'adresser à quelqu'un qui était voué à lui, mais pas à un citoyen lambda, quoi. Et donc les seuls qui ont continué discrètement à travailler sur le rêve, bah, c'était les médiums, et à leur risque et péril, hein, parce qu'on pouvait être accusé de sorcellerie pour faire de l'interprétation des rêves. La neuvième fausse croyance, c'est que l'interprétation des rêves serait réservée à la psychanalyse. Alors non, hein, on n'a pas attendu Freud pour s'intéresser aux rêves. Comme je vous l'ai expliqué déjà, l'interprétation des rêves, ça date depuis l'Antiquité, ça date probablement même depuis la nuit des temps de s'intéresser à ces rêves. Mais heureusement, dans notre point du monde, dans notre culture occidentale, c'est Freud, et il faut bien lui rendre hommage, qui a permis aux rêves d'être de nouveau accueillis. C'est lui qui a dit non, le rêve n'est pas absurde, l'interprétation a du sens, il faut s'y intéresser. Donc c'est lui qui a fait entrer le rêve en psychologie.
et qui a permis aux sciences humaines de nouveau quelque part tenir compte du rêve. Mais la méthode d'interprétation des rêves psychanalytique freudienne est quand même assez particulière. Et il n'y a pas que cette approche-là qui est intéressante. Moi, personnellement, je préfère l'approche de Carl Gustav Jung, que je trouve plus riche. Mais énormément de penseurs au XXe siècle se sont penchés sur le rêve. Ce qui est génial en tout cas, c'est qu'après des siècles de chasse aux sorcières, on recommence à s'intéresser à la psychologie du rêve, sans prêter allégeance à Freud nécessairement, sans hibou et sans boule de cristal. Et on redécouvre les travaux de Jung aujourd'hui, qui collent beaucoup plus à la réalité du rêve et probablement aux découvertes scientifiques en cours. Enfin, 10e fausse croyance et dernière partie de cette vidéo, avec un dictionnaire des rêves, je peux interpréter mes rêves. Bon, comment vous dire? Non, c'est pas vrai, déjà. Ça, c'est la version courte. Imaginez que vous avez quelques symptômes. Vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, vous avez aussi mal à un pied, vous avez mal derrière les reins. Et vous avez quelques symptômes parce que vous êtes fatigué, en fait. Mais il y a pas mal de symptômes qui arrivent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper sur Internet. Vous allez vous retrouver sur Doctissimo et vous allez commencer, pour chacun de vos symptômes, à imaginer un petit peu toutes les possibilités. Autrement dit, il y en a énormément. Bon, alors vous avez passé plusieurs heures là-dessus et en refermant l'ordinateur, vous vous serez imaginé plein de maladies possibles, en fait toutes les maladies possibles imaginables. Vous ne serez pas du tout avancé finalement. Probablement que vous auriez créé des inquiétudes inutiles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez aller chez le médecin parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui va pouvoir réellement vous dire de quoi vous souffrez. Donc voilà, c'est pas du tout conseillé de faire ça quand on a mal quelque part, d'essayer de regarder sur Internet. C'est clairement la plus mauvaise idée qu'on peut avoir. Bah, un dictionnaire, c'est un peu pareil, un dictionnaire des rêves. Vous avez un rêve avec plein d'éléments, vous allez, un peu comme les symptômes de la maladie, et donc vous allez regarder pour tel élément, il y a telle signification possible, ouais, mais il y a aussi celle-là, il y a aussi celle-là. Résultat, à la fin, bah, vous êtes hyper angoissé parce que vous avez vu des choses totalement inquiétantes, vous avez pu voir des choses qui vous ont un peu perdu, qui disent tout et son contraire, etc. Donc non, les dictionnaires des rêves, on ne peut pas interpréter correctement ses rêves avec, d'autant plus que selon les rêves, il y a des personnes particulières qui vont apparaître, il y a des lieux particuliers. Le dictionnaire des rêves ne vous dira pas pourquoi vous avez rêvé de votre collègue de travail ou bien de votre enfant. Voilà, typiquement, il n'en sait rien. Donc tout le monde peut apprendre à interpréter les rêves, ses rêves et les rêves des autres. On peut apprendre seul, en y passant plusieurs années de manière très motivée, mais on peut. Et on peut aussi apprendre l'onirologie en étant formé. Si interpréter les rêves, c'est fait pour nous, il y a une seule question à se poser. Est-ce que vous avez envie d'apprendre? Est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de décoder les messages de vos rêves? Et est-ce que ça peut donner du sens à votre vie de faire ça? Si la réponse est oui, allez-y. Tout le monde peut arriver à interpréter ses rêves à condition d'avoir le goût, la patience et l'amour du travail. Il faut aimer apprendre, il faut aimer s'entraîner, il faut aimer se remettre en question, être déstabilisé et repousser les limites de sa safe zone. Car sans plaisir, il n'y aura jamais de talent. Impossible de parler de toutes les fausses croyances concernant le rêve. Il y en a un paquet. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres idées reçues que je n'ai pas abordées pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez apprendre à comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne. Merci.